Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième journée du Forum des métiers de l'image et du son. Vous pourrez donc aujourd'hui assister à nouveau à 3 mini-débats télévisés. Le premier, que l'on va donc traiter dans quelques minutes, traitera de la photographie et principalement du travail de laboratoire. Ensuite, à 14 heures, on se retrouvera pour parler des apports de l'informatique dans les métiers de l'image et du son. Et enfin, à 16 heures, le dernier débat sera consacré aux débouchés de ces métiers. Pour l'instant, on va donc parler de photographie. Il est vrai que quand on dit photo, on pense plutôt mode, publicité plutôt que laboratoire. Mais la photo, c'est aussi le travail dans le labo. Et longtemps, on a eu une image assez rébarbative du laboratoire, un endroit sombre et où on n'avait pas vraiment envie d'aller travailler. Alors, ce lieu qui ternissait l'aura artistique et aussi aventurière de la photographie, eh bien, on va en parler avec ces messieurs. Il est vrai qu'aujourd'hui, le laboratoire a changé, il a évolué, mais les jeunes continuent à le bouder. Alors pour en parler, j'ai avec moi des professionnels du laboratoire. Tout d'abord, Monsieur Dainden, vous travaillez à Paris. Monsieur Dehon, vous travaillez également à Paris. Monsieur Bimbini, vous êtes à Marseille. Vous avez un laboratoire qui s'appelle Album d'Images. Monsieur Roiran, vous venez de Nantes. Vous avez un laboratoire qui s'appelle Procolor. Monsieur Binard, vous êtes de Photolab. Et Monsieur Dumaret, vous représentez la société Ilford. Il y a également avec vous dans le public, je pense, M. Ormeau et M. Brodel, également de la société Ilford. M. Dainden, on en reparlera tout à l'heure avec vous. Vous êtes venu avec un de vos employés. On essaiera de le faire intervenir pour savoir quelle a été son évolution au sein de votre laboratoire. Mais je pense que M. Dubarret, vous désiriez intervenir en premier. Non, avant de commencer ce débat, je voulais d'abord remercier un petit peu tous ces effets et surtout les personnes ici présentes qui ont bien voulu venir témoigner de leur profession, qui est une vraie profession et non pas un pis-aller et non pas non plus un reste de la photographie prise de vue. Et les remercier aussi pour essayer de partager avec vous un petit peu la passion de leur métier et surtout leur demander quels sont leurs besoins parce que c'est une profession où vous avez beaucoup de débouchés. C'est-à-dire une profession sur laquelle vous pouvez, dès votre mise en phase professionnelle, être pratiquement tout de suite opérationnel. Voilà, donc je tenais à remercier ces personnes de leur présence et je pense qu'on va, pendant cet instant, avoir un débat très fructueux et surtout très intéressant et instructif. Avant de parler réellement du laboratoire, on va essayer de demander à chacun quel a été son itinéraire pour en arriver au labo et pourquoi justement ne pas être devenu photographe, reporter, Monsieur Dainden. J'ai commencé comme photographe il y a 35 ans environ. Et à l'époque, si vous voulez, on faisait, j'étais assistant de photographe plus exactement. Et à l'époque, l'assistant faisait en même temps du laboratoire. Donc, si vous voulez, je pense que déjà, pour enlever toute ambiguïté, je pense qu'on ne peut pas dissocier, je pense, le métier de photographie du laboratoire. Ça, je crois que c'est très important. Et donc, si vous voulez, naturellement, je suis venu à créer un laboratoire avec mon frère il y a environ 25 ans. Si vous voulez, je voudrais dire que nous avons commencé à faire des traitements d'images. On a voulu, si vous voulez, toujours garder donc l'esprit de la photo, parce que je pense que quand on fait du laboratoire, c'est-à-dire qu'on veut créer une image, de toute façon, qu'on soit sur un agrandisseur, sur une machine de haute technologie, comme on vous expliquera tout à l'heure, je pense qu'avant tout, c'est le même métier. Et je pense que je ne suis jamais sorti de mon métier de photographe. Et ça, je crois que c'est important de le souligner. Vous voulez dire en fait que toutes les plus belles photos du monde, de toute façon, elles sont dépendantes du laboratoire et qu'il n'y a pas de photos sans labo? Oui, je pense. Mais je pense même que, si vous voulez, c'est dans l'esprit quand quelqu'un veut. Je dirais que c'est la même démarche. Je crois que c'est ça qui est important. Je pense qu'un grand photographe, il a les mêmes qualités, si vous voulez, qu'un grand laborantin. Enfin, un laborantin, souvent on a employé ce terme d'une façon péjorative. Je pense que avant tout, il crée une image, et ça, c'est très important. D'ailleurs, maintenant, avec nos nouvelles techniques, on prend les photos. Plusieurs photos, et ensuite on les crée chez nous, en réalité. Vous voyez, c'est pas dissocié. Donc je pense que les qualités, un jeune qui veut faire de la photo, doit avoir un goût de l'image, un goût de
vous voyez, de faire du beau, d'avoir le goût du cadrage. On y reviendra tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir sur son itinéraire dans le monde de la photo? Monsieur? Moi, je suis également photographe à l'origine. J'ai commencé par faire une école de photo pendant 5 ans. C'était une formation assez complète, aussi bien sur le plan prise de vue en labo que reportage, que le côté laboratoire également. J'ai travaillé ensuite, après avoir fait donc ces études relativement longues pour un photographe, travaillé comme assistant de photographe publicitaire. Après quoi, je suis venu un beau jour en France parce que je suis hollandais d'origine et je voulais travailler en France histoire de faire un peu le tour de la question professionnelle dans le monde de la photo à Paris. Et je suis donc un beau jour arrivé en autostop à la porte de la Chapelle de ma Hollande natale pour exercer le métier de photographe à Paris. J'ai commencé à travailler comme pigiste, comme on dit, dans ce métier-là chez Philippe Aki pour faire... à l'époque, Salut les copains, Mademoiselle Âge tendre et publications de ce type, Lui Magazine également. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 8 ans. Je me suis fait engager comme photographe salarié à l'Expansion, un journal économique bien connu, où j'ai fait du reportage économique pendant 8 ans, tout en travaillant pour des clients en direct et des agences de publicité, etc., pour produire des images. Après 8 ans de ce régime-là, j'avais envie de créer ma propre petite entreprise et je me suis donc lancé dans une entreprise de photographie professionnelle en général avec un petit labo que j'avais monté parce que j'ai toujours bien aimé moi-même faire les tirages, développer les photos, etc. dans la mesure où effectivement le laboratoire fait partie intégrante d'un métier de l'image en général, enfin de la photo en général et il était donc pour moi très important de maîtriser ces choses-là. Maintenant, assez rapidement, j'ai découvert qu'on ne peut pas faire tout à la fois, c'est-à-dire prendre des photos, les vendre, aller voir les clients, les développer, etc. Donc petit à petit, j'ai engagé du personnel et 15 ans après, c'est devenu une véritable entreprise de laboratoire photo. D'accord. Voilà. Quelqu'un d'autre sur ce sujet ou on passe à autre chose? Monsieur? Eh bien, pour mon cas, j'entends pas le son. Ah, ça y est. Pour mon cas, j'ai une formation d'industrie chimique. Je suis arrivé dans la photographie par une porte dérobée, en l'occurrence en entrant dans un laboratoire de cinéma comme débutant de laboratoire. Je me suis intéressé donc aux techniques proches de la photographie puisque le laboratoire de cinéma a des traitements de l'image qui sont semblables à ceux de la photo. Ensuite, je suis entré comme assistant chez un photographe parisien, monsieur Jacques Lafont, qui faisait tout. C'est-à-dire qu'il travaillait autant comme prise de vue que comme laboratoire, où j'ai appris les métiers du laboratoire et de la prise de vue. Et je me suis très vite orienté vers le labo qui, pour moi, apportait beaucoup plus de choses passionnantes de par son évolution. C'est que le laboratoire, avec ses techniques actuelles, évolue sans arrêt. Et permet à quelqu'un de curieux de pouvoir tous les jours découvrir des choses nouvelles et faire avancer ses connaissances et son plaisir finalement parce que il y a aussi un plaisir de la technique qui évolue, un plaisir de ces mécaniques et de ces systèmes qui sont chaque jour renouvelés. Alors pour quelqu'un qui peut s'intéresser à la vie moderne, le laboratoire photographique apportera certainement plus que la prise de vue qui, elle, lui apportera sur le plan du regard de ce qui se passe, mais sur le plan de l'évolution intellectuelle, le laboratoire lui apportera certainement beaucoup plus. Et apparemment, ce que vous dites, ça ne correspond pas tout à fait à la réalité, puisque les jeunes apparemment ne sont pas vraiment d'accord avec vous. Est-ce qu'on peut parler, vous tous, de crise du laboratoire, c'est-à-dire que vous ne trouvez pas assez de gens bien formés, bien qualifiés pour travailler en laboratoire ? Eh bien, c'est le problème, effectivement, parce que il y a d'abord une première chose qui fait que les jeunes vont aller plutôt vers la prise de vue, c'est les masses médias. À travers la presse qui est destinée au grand public, on trouve essentiellement une mise en valeur du reporter photographe, celui qui court à travers le monde. Ce qu'il faudrait quand même savoir, c'est que ces gens sont une infime minorité. Il y a la mise en valeur du grand photographe de publicité,
que l'on montre, mais effectivement ces masses médias ne se font pas le reflet de tout ce qu'il y a en dessous de l'iceberg. On voit le petit morceau qui est en haut, et en dessous de l'iceberg, eh bien, il y a énormément de gens qui travaillent un petit peu dans l'ombre, c'est notre cas, à fabriquer l'image, à la terminer, à lui donner sa valeur. Et c'est effectivement ce qui a le plus de mal à passer au niveau du message. Monsieur Roiran, vous pensez la même chose? Nous, l'expérience est assez récente puisque le laboratoire a été créé en 1981. C'était une entreprise artisanale, donc je l'ai créé très jeune. Ça a été une entreprise artisanale pendant plusieurs années. On a commencé à recruter du personnel vraiment depuis 3 ans à peu près. Jusqu'à présent, on a réussi à trouver sur la place quelques personnes effectivement de qualifiées, mais souvent il faut aller le prendre à la concurrence, c'est un petit peu les techniques utilisées. On commence maintenant à pouvoir se permettre de former des gens, mais grâce à des techniques évoluées, des agrandisseurs automatiques qui apparaissent sur le marché, qui permettent à quelqu'un de débutant de rentrer un petit peu dans le métier en passant par une aide de l'automatisation. Mais c'est vrai que sur les techniques classiques d'agrandisseurs, par exemple, on ne trouve absolument pas sur le marché, sortant d'école, toujours de gens qui sont très qualifiés. C'est effectivement un problème. C'est-à-dire qu'on forme en fait pas assez de gens au laboratoire, ou tout simplement il n'y a pas assez de gens qui ont envie de faire ça? Le laboratoire essaie de former, enfin les laboratoires essaient tous de former un peu les gens. On a de moins en moins la possibilité de le faire parce que les délais sont très courts. Il faut travailler dans des conditions optimales au niveau qualité avec des délais qui sont de plus en plus raccourcis. Et effectivement, le problème de formation qui avant, je crois, il y a encore quelques années, pouvait se faire dans des conditions convenables au sein des laboratoires, a de plus en plus tendance à ne plus pouvoir se faire. Et il y a un problème de technologie aussi. Les technologies évoluent, il faut une adaptation. L'informatique rentre partout dans le laboratoire, tant au niveau des outils d'utilisation qu'au niveau carrément de la fabrication d'images. Il y a des techniques qu'il faut apprendre, il faut qu'il y ait une certaine habitude. Et je pense que la formation aussi classique, l'aspect chimique en fait du laboratoire, l'aspect technique, couleur, chromie, etc., ne sera plus suffisante. Il faudra avoir une approche un petit peu aussi presque de programmation. Il y a une formation à en fait complètement redéfinir là-dessus. Monsieur Bambini, vous voulez intervenir sur ce sujet? Oui, je pense que c'est une expérience, moi, que j'ai vécue, puisque j'étais rentré dans le métier de la photographie un peu par la petite porte, entre guillemets, puisque je voulais faire ce métier, mais je n'avais pas une idée très précise de ce qu'il était en réalité, quoi. Je suis passé par un apprentissage, et cet apprentissage s'est passé justement dans un laboratoire, qui était un des premiers laboratoires professionnels dans la région marseillaise, et il y en avait très peu. Et de suite, je me suis aperçu que finalement, le métier de photographie comprenait aussi le laboratoire. On arrive à une période maintenant où le laboratoire est considéré un peu comme le parent pauvre de la profession, alors qu'en réalité, c'est une source de plaisir de tous les jours, puisque je trouve qu'il est de plus en plus diversifié, de plus en plus attrayant. D'une part du fait de l'évolution du matériel qui nous libère de plus en plus de ce souci de tous les jours, et en plus qui nous amène une créativité, une possibilité d'exprimer une créativité dans l'image, tout comme un photographe, quoi. C'est-à-dire une créativité dans l'image, vous pouvez expliquer un peu plus, parce qu'en fait... Un tirage est une interprétation aussi d'un cliché. C'est un peu l'aboutissement du photographe, de ce qu'a voulu exprimer le photographe. Il y a toujours une entrevue généralement avec le client pour savoir ce dont il a besoin, l'utilisation de cette image, qu'est-ce qu'il a voulu exprimer au travers de cette image, et puis après c'est à nous, avec la technique et notre technique et le savoir-faire du laboratoire, de réaliser et d'accomplir l'image. D'ailleurs, on va voir un peu ce qui est possible de faire en laboratoire. Ce sont des photos qui ont été réalisées par des élèves de l'EFET. Est-ce que c'est possible de les voir à l'écran? Sur quelle caméra? Donc, c'était réalisé par des élèves de la section photographie de 3e année. Alors, ça, je ne sais pas bien ce que ça représente. En tout cas, c'est pas mal. Une nature morte. Vous pouvez les faire passer, peut-être les faire passer dans le public. Je pense que ce sont des bons exemples pour montrer qu'effectivement, même en laboratoire, on peut faire des petits chefs-d'œuvre. Dernière photo qui pourrait être une photo de publicité. Voilà.
la dernière qui est un ordinateur, une mise en scène sur un ordinateur. Voilà. Oui, alors tout à l'heure, justement, M. Babini disait que le laboratoire, c'était le parent pauvre de la photo, mais apparemment, ça l'est, puisque les gens, les débutants qui arrivent donc dans un laboratoire, combien vous leur proposez, par exemple? Est-ce qu'on peut faire fortune dans le labo? Est-ce qu'il y a moyen de bien gagner sa vie? Je pense que oui, oui. Si vous embauchez demain un débutant, oui. combien vous lui donnez? Nous, un salaire de base, en moyenne, est à 6 500 francs net. Un chef de labo tourne aux alentours de 14 à 15 000 francs. Et un salaire moyen d'un tireur ayant une expérience est aux environs de 10 000 francs par mois. Donc, et puis il y a toujours possibilité d'évolution. Pour un travail quand même assez éreintant, comment ça se passe le travail en laboratoire? C'est moins éreintant qu'auparavant, puisqu'on est quand même très très bien équipé. C'est ça justement, je pense, c'est de ça qu'il faut parler. Parce que... Bien sûr, on est de plus en plus informatisé, comme disait Vincent Rouérand, au niveau du matériel. C'est de moins en moins des tâches fastidieuses, puisque auparavant c'était du développement, comme on le pense encore souvent, en petite cuvette et dans une cave. C'est fini. Les machines travaillent quasiment toutes en plein jour, si ce n'est les postes de tirage. Je crois qu'il y a une évolution suffisamment importante pour que ça devienne un travail très agréable. Monsieur Dumaré, vous voulez peut-être intervenir sur l'image de marque des laboratoires qui est quand même un petit peu à rajeunir et à redorer? Complètement. La vision que se font les étudiants ou les élèves ou les gens ayant de la formation à faire en photographie est un petit peu dépassée. Et je vous invite d'ailleurs tous à venir au showroom des métiers du labo où l'on vous a montré 5 images pour chaque laboratoire qui vous montrent un petit peu les matériels utilisés, ordinateur, agrandisseur, développement, pour bien vous montrer que finalement le laboratoire ce n'est plus, comme le disait M. Babini, la cave et la cuvette. Vous avez une évolution qui s'est faite non seulement dans le matériel, mais sur la façon de travailler. C'est un métier très agréable. Et effectivement, le noir, il disparaît de plus en plus. Et il est important de bien recentrer justement ces métiers du laboratoire. C'est-à-dire que ce ne sont plus les laissés pour compte, non seulement laissés pour compte au niveau technique, mais aussi au niveau qualité d'image. Vous avez beaucoup de créations possibles pour des gens qui veulent faire de la photographie, être créatifs, dans un laboratoire. Aussi bien sur de l'image informatique, de la CAO, de la PAO, de l'utilisation de tables de mixage ou un petit peu de tout ce type de matériel. Vous avez beaucoup de créations, plus qu'on ne le croit. Et pour répondre, le métier de laboratoire est à mon avis beaucoup moins éreintant qu'un métier de photographe, qui, lui, doit œuvrer dans des situations souvent beaucoup plus délicates qu'un laborantin. Quelqu'un d'autre sur le travail en laboratoire? Oui, je pense que c'est sur le même thème, c'est effectivement la pénétration très importante de l'informatique dans le laboratoire sur 2 plans. D'une part, le plan gestion du système, parce qu'il est important pour nous tous de pouvoir avoir quand même une vision du fonctionnement de l'entreprise, mais aussi et surtout la pénétration de l'informatique sur le traitement de l'image. Tant au premier niveau, c'est-à-dire la qualité de suivi de traitement qui est suivi par l'informatique, que sur le traitement lui-même de l'image. Maintenant, on en est à digitaliser complètement les images, à pouvoir les reprendre, les retravailler, les réimbriquer. Il y a beaucoup de choses là qui relèvent aussi du créatif. Et souvent, le métier du laborantin est d'être capable d'exprimer sur un produit fini la demande du photographe ou de l'agence de publicité ou du créatif qui a fait la demande. Et le créatif, lui, se fait une idée du produit fini, mais ne sait pas comment le traduire. Et le travail du laboratoire va être de lui apporter les techniques qui vont lui permettre de finir son image. Et c'est là vraiment que le métier est intéressant. Si ça consiste seulement effectivement qu'à tirer, j'allais dire péjorativement, la petite photo d'amateur représentant la grand-mère sur la plage, c'est sûr que sur le moment ce n'est pas très intéressant.
Mais à partir du moment où ça veut dire dominer son métier en apportant son côté créatif à celui du demandeur, là je crois qu'il y a des choses à faire. Et c'est vrai que le gros problème actuel de la formation des gens, c'est qu'il y a un point de retard. C'est-à-dire que dans leur formation, ils ont en gros 3 ou 4 ans de retard sur ces techniques qui sont en train de pénétrer le marché, qui nous contraignent nous à être sans arrêt à jour pour pouvoir répondre à la demande des clients. Et il n'y a pas de gens formés pour ça. Alors, bon, nous avons la chance à Évry d'être un laboratoire qui vient de se créer, donc on a tout démarré à zéro en essayant d'être à la pointe. Et on a pris des gens qui étaient, j'allais dire, presque pas plus formés que nous, et on a tout démarré en même temps en disant, ben voilà, on va s'attaquer aux problèmes de l'informatique dans le labo, du contrôle par l'ordinateur, et du traitement de l'image autrement que bien à la papate, au fond de la cave, avec la petite lampe rouge. Et je crois que c'est le débouché, et je pense que l'équipe qui travaille avec nous est plus intéressée par ce qui se fait, parce qu'ils sont confrontés à toutes ces techniques modernes qui n'ont vraiment plus grand-chose à voir avec ce qu'on imaginait de la photo. Alors je suis, quant à moi, un petit peu embêté quand je vois le type de questions que l'on pose dans les CAP actuellement. Parce que on se demande si on ne va pas encore rester sur le collodion humide. C'est-à-dire que la formation ne correspond pas à la réalité. La formation et puis... Elle n'a pas suivi le métier. Voilà, la formation n'a pas suivi le métier et le contenu de ce qu'on demande aux gens dans leur formation est grave. Ils ne sont pas du tout à jour. Il y a aussi des métiers nouveaux qui apparaissent, qui ne nous concernent pas, nous, ici autour de la table, mais qui existent. Ce sont les métiers du mini-lab, où il y a des gens qui travaillent sur des machines automatiques, qui auraient besoin de savoir un peu plus de quoi il s'agit, pour pouvoir dominer leur matériel. On leur apprend à tabuler, mais on leur apprend pas franchement à savoir ce qui s'est passé dans ces machines. Et je pense que là, il y a aussi une formation effectuée qui n'est peut-être pas forcément celle du CAP. Ce ne serait pas de les former vous-même. Oui, mais c'est coûteux. C'est-à-dire que les grands laboratoires créent des écoles qui forment des gens qui correspondent, qui soient des gens sur mesure, quoi. Nous sommes en train d'en faire l'expérience, nous, à Photolab, de former notre personnel en même temps qu'on fait tourner l'entreprise. Je peux vous dire que c'est très coûteux. Parce que effectivement, ça sous-entend des pertes, ça sous-entend de la gâche. C'est un choix que nous avons fait. Il n'est pas sûr que nous ayons raison, mais momentanément, on peut difficilement faire autrement. Parce que sur le marché, il n'y a pas le personnel qui était adapté à ce matériel. Monsieur Dayden, sur le problème de la formation, vous avez la même impression que monsieur, c'est-à-dire que les gens ne sont pas tout à fait formés aux réalités du métier? Moi, je pense surtout que c'est au niveau comment dirais-je, la sélection, des critères de sélection, de formation, si vous voulez, de recherche des jeunes, si vous voulez, par exemple, on a tendance surtout à faire surtout prendre des scientifiques, vous voyez, des gens surtout très techniques, des formations, et je pense qu'avant tout, la photographie est un métier artistique. Et je crois qu'il faut des gens qui sentent la sensibilité, qui ont envie de créer. Vous voyez, je pense qu'on peut très bien créer, comme disait monsieur tout à l'heure, derrière un agrandisseur ou avec d'autres techniques plus évoluées, dont nous avons, nous, actuellement. Nous avons des écrans et les images donc sont mixtées chez nous, créées, en fin de compte. Et nous sommes vraiment des partenaires du photographe. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne veux surtout pas dissocier les deux. Je crois que c'est très très important. Là, il y a chez les jeunes et même chez les moins jeunes et les enseignants, là, il y a un problème là. On veut toujours essayer de dire que le labo est mieux que la photo, mieux que la personne qui fait la photo. Non, maintenant, par exemple, nous avons beaucoup de grands photographes et de grands créateurs et créatifs qui viennent chez nous, pour citer que Jean-Paul Goude et d'autres, qui viennent vraiment réaliser leur image chez nous. Et ça, je crois que pour les jeunes, c'est ça, des jeunes qui ont envie de créer, qui ont envie de faire des belles choses, des belles images. Technique, le labo, ça laisse aussi place à avant tout. Moi, je crois que beaucoup de liberté, de l'imagination, de création. Exactement. La vraie évolution, c'est de dépasser toute cette technique. Monsieur Deon, vous qui avez fait de la photo au début de reportage et peut-être artistique, vous êtes rendu compte qu'après, en travaillant en labo, il y avait toujours place pour ça? Certainement, bien sûr, mais il faut quand même, il y a quand même un côté industriel également important dans les métiers de labo, bien entendu. Il est indéniable que pour faire un très bon laboratoire, il faut ce qu'on appelle le sens de l'image.
hein, c'est-à-dire il faut avoir naturellement faire un cadrage qui soit intéressant, hein, ou naturellement choisir les bonnes densités, les contrastes qui conviennent, bien entendu. Mais il y a également un problème, à mon avis, quand même sur la formation du personnel, sur le plan technique en général, parce que nous avons beaucoup de personnes qui sollicitent des places de laborantin chez nous. La plupart de ces gens, ils sont absolument pas formés. Ils ont souvent décidé à 22, 23, 24 ans de changer de métier parce que les choses qu'ils font dans la vie ou qu'ils font pas ne leur conviennent pas. Alors ils choisissent des métiers pour lesquels ils ne sont absolument pas formés. Ils comptent un peu sur les entreprises, effectivement, pour leur apprendre leur métier. Alors ça nous pose un certain nombre de problèmes. Je rejoins mon collègue d'en face sur ce plan-là parce qu'une entreprise est également obligée d'équilibrer ses comptes à la fin du mois. Donc on ne peut pas agir uniquement en école de photo, bien que nous n'avons pas tellement le choix et nous sommes tous obligés de former notre personnel nous-mêmes, plus ou moins. D'accord. Monsieur Babini, vous voulez intervenir ? Oui, je voudrais simplement dire que le problème se pose encore plus pour certains laboratoires qui sont de petites unités, puisque des laboratoires de notre catégorie, nous n'avons que 14 salariés, et les investissements sont de plus en plus importants, et on ne peut pas se permettre, ou difficilement se permettre, de former quelqu'un. Ça nous oblige nécessairement à doubler le personnel sur un poste de travail, et c'est toujours des problèmes de rentabilité. Et justement, est-ce que vous n'êtes pas un peu trop dépendant de la rentabilité, c'est-à-dire que les gens-là sont là pour travailler, c'est un peu trop l'usine en fait, le laboratoire? Ce n'est pas l'usine, mais en fait, je pense que c'est un peu la conséquence de l'exigence du client qui nous demande de plus en plus de qualité, de plus en plus de rapidité. Donc la seule solution à ce problème, c'est l'investissement, le matériel de plus en plus sophistiqué. Nous avons pour solutionner les problèmes de délai rallonger les horaires. Nous sommes ouverts 18 heures par jour. Ça nécessite des équipes doublées, du matériel de plus en plus performant parce qu'il n'a pas le droit de tomber en panne. Et tout ça influe sur la rentabilité. Vous êtes donc tous des laboratoires privés. Qu'est-ce que vous pensez de tous les petits laboratoires, genre KISS ou machin, qui développent les photos en 1 heure? Est-ce que c'est la même qualité que chez vous? C'est pas le même marché. Et ce sont des concurrents pour vous? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est des professionnels ou c'est des gens qui s'improvisent parce qu'ils ont acheté une grosse machine? Il y en a. Je crois que la plus grosse erreur à la base, ça ne vient pas des gens qui les ont achetés, ça vient des gens qui les ont vendus. Peut-être ont-ils mal ciblé leur créneau de clientèle, tout simplement. Oui, j'aimerais là intervenir sur ce sujet parce que avant de créer mon entreprise, j'ai vendu du matériel, non pas de KISS, mais du matériel de développement. J'ai assisté à l'arrivée du Minilab sur le marché, la création du Minilab dans les années 78-79, avec les premiers magasins laboratoires qui d'ailleurs portaient le nom de mon entreprise, il s'appelait Photolab, et c'était M. Godard qui avait créé le premier magasin laboratoire à Paris. Et ce type de produit effectivement correspond à un besoin du marché qui est essentiellement de faire consommer plus d'images au grand public. Et c'est vrai que si au départ on utilisait un matériel classique, machine transfert, développeuse, l'arrivée des compacts type Noritsu, Fuji, Oriental et autres a changé. Ce qui a effectivement bouleversé le marché, c'est KISS, qui a pris le problème par le bas. C'est-à-dire qu'il a voulu mettre sur le marché la plus petite machine possible, la moins chère possible, mais finalement la moins sophistiquée. Alors il a obtenu 2 résultats. Le premier, c'est qu'il a effectivement fait éclater le marché et il a provoqué une réaction et un besoin dans ce domaine-là. Effectivement, il y a augmentation de consommation de l'image, mais de l'autre côté, il a provoqué une catastrophe, c'est-à-dire qu'il y a plus des 3/4 des gens qui ont acheté des machines KISS qui ont mis la clé sous le paillasson. Et ça a déclenché quelque chose, c'est l'arrivée du Minilab en France. Alors ce marché n'est pas un marché concurrentiel pour nous, sauf sur un point, c'est que... Concurrentiel, mais moi je sais que je porte mes photos dans un Minilab parce que c'est moins cher et que ça va plus vite, c'est quand même perdu pour vous. Oui et non. Non parce que ça ne nous concerne pas, nous ne sommes pas façonniers, mais il pose un problème. C'est qu'on va vite confondre les deux marchés dès qu'on va dépasser le format de l'amateur. C'est-à-dire dès qu'on entre dans le 13-18 ou le 18-24, alors la machine automatique va produire un travail qu'elle est capable de faire,
qu'il y ait un travail de bonne qualité s'il y a un bon technicien sur la machine, parce que la machine ne marche pas toute seule quand même. Il n'y a pas de système qui fonctionne vraiment tout seul. Mais le problème, c'est qu'elle ne va pas repenser l'image. Notre travail à nous va consister effectivement à donner un produit correspondant à un besoin technique sur une machine de Minilab. Eh bien, vous n'allez pas faire de l'imbrication d'images, vous n'allez pas faire du montage, vous n'allez pas faire des systèmes complexes tels que peuvent le faire les laboratoires professionnels. Donc je ne pense pas que nous soyons concurrentiels, je vous dis, sauf sur ce type d'image moyenne où on a l'impression qu'après tout, puisque le Minilab est capable de le faire à ce prix-là, pourquoi le labo professionnel le fait 3 fois plus cher? Bien, nous n'avons peut-être pas la même approche du produit. Ni le même produit. Oui, justement, je voudrais éclairer un petit peu nos amis pour bien faire la part des choses. Il existe plusieurs groupes de laboratoires, du moins plusieurs départements de laboratoires. Vous avez les laboratoires professionnels dont les personnes qui sont ici avec nous font partie. Et vous avez aussi d'autres catégories de laboratoires qui sont les laboratoires de façonnage. Ces laboratoires de façonnage sont des véritables entreprises qui vont traiter les photos amateurs, c'est-à-dire toutes les images qui sont fabriquées dans le milieu amateur et qui vont aussi bien de la photo de communion à la photo de la grand-mère ou des vacances. Donc ce sont deux marchés complètement différents. Le marché du laboratoire professionnel est un marché qui correspond beaucoup plus à l'utilisation donc des photographes professionnels, des entreprises qui ont besoin de plus en plus d'images, et le laboratoire, lui, de façonnage qui traite la bobine amateur. Donc ce sont deux créneaux complètement différents, et les personnes ici présentes sont des laboratoires professionnels qui n'ont strictement rien à voir avec le façonnage amateur. D'accord, Monsieur Bambini. Je voulais simplement dire que on aurait dû au départ peut-être préciser que le façonnage et le professionnel, c'est ce que vient de faire M. Dumaré, étaient deux activités différentes en fait. On ne peut pas comparer le façonnage qui est entre guillemets une usine. Ils ont des critères de production, puisqu'une image doit être produite dans tel délai, à tel prix, avec telle marge bénéficiaire et autres, alors que notre activité est un peu plus souple, en ce sens que quand un cliché rentre en tirage dans le laboratoire, il coûte quand même tel prix une fois tiré, mais on ne sait jamais si ce cliché va être tiré en 1 heure ou en 3 jours. Maintenant, pour conclure, si vous aviez quelque chose à dire pour convaincre les jeunes de venir au laboratoire, qu'est-ce que vous leur diriez ? Monsieur Dumaré. Je crois que c'est pas spécifiquement à moi de le leur dire, c'est plutôt à ces personnes qui sont directement impliquées et qui sont des gens directement concernés par l'avenir de leur profession. Et pour avoir longuement discuté avec beaucoup d'entre eux, je peux vous dire qu'ils sont tous un petit peu inquiets de l'avenir, dans le sens où leur besoin en collaborateurs est de plus en plus difficile à pourvoir, et que tous ces laboratoires ont tous besoin de gens qualifiés. Alors, il est vrai aussi, comme elle le disait très justement, qu'ils ne peuvent pas assumer complètement la formation de ces personnes, et qu'il faut aujourd'hui que les structures de formation, qu'elles soient privées ou d'État, axent de plus en plus leur cursus sur les métiers du laboratoire, mais les métiers du laboratoire en phase avec le milieu professionnel. C'est-à-dire qu'il faut, comme le disait M. Binard, éviter les questions des frères Lumière, c'est-à-dire le collodion humide ou tout ce que vous voulez, pour aller maintenant sur des démarches beaucoup plus centrées sur les parties modernes du laboratoire, c'est-à-dire d'avoir des équipements performants, et que les gens qui auront appris leur métier sur ces équipements puissent retrouver les mêmes dans leur milieu professionnel, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un déphasage complet sur la formation et sur leur collaboration dans leur métier. Voilà, c'est un petit peu le problème aujourd'hui, c'est un problème de structure des écoles pour avoir une mise en phase beaucoup plus professionnelle avec le milieu. D'accord, Monsieur Waran.
Moi je crois que les laboratoires ont des choses à faire aussi de ce côté-là. Il faut essayer de fidéliser déjà les gens qui travaillent au laboratoire, ce qui est déjà très important. Il y a une question d'ambiance dans le laboratoire, de relation avec la clientèle. Je crois que d'ailleurs les laboratoires qui sont là sont des gens, enfin on les connaît un petit peu, qui ont su arriver à décentraliser les décisions dans le laboratoire, à créer des services et de travailler un petit peu en collaboration avec le client à tous les niveaux. Et je crois que les laboratoires ont fait aussi des erreurs par le passé de vouloir trop centraliser, trop créer des unités industrielles et faire en sorte que les gens ils se retrouvaient des presse-boutons même s'ils étaient un petit peu qualifiés. Et je crois qu'en allant dans ce sens-là, dans le sens de contact d'une responsabilité, une responsabilisation au maximum des gens, on arrive d'abord à leur faire aimer leur métier et après ça se sait et automatiquement on arrive à créer une synergie qui fait qu'on aura à terme des gens qui voudront se lancer dans le métier du laboratoire. Mais je crois que la question d'ambiance de laboratoire est très très importante et de notre côté c'est ce qu'on essaie de mettre en valeur au maximum par ce contact clientèle et on arrive en fait à lier des contacts très très étroits des fois entre les gens dans le laboratoire et des gens à l'extérieur, mais c'est toute une politique d'organisation qui est à mettre en place pour ça. D'accord, merci. Est-ce que quelqu'un a autre chose à ajouter ? Simplement ajouter qu'il y a quand même de l'avenir dans le laboratoire photo. C'est que le gélatino-bromure d'argent n'est pas mort, que l'image vidéo a son mot à dire mais ne vient pas remplacer ce produit. On a encore quelques belles années devant nous, donc il y a de l'avenir pour des jeunes qui entrent dans la profession. La profession ne va pas disparaître dans les années qui viennent, malgré tout ce qu'on a pu dire depuis 10 ans sur l'image vidéo. À l'heure actuelle, il faut encore du papier photographique pour restituer des images. Et c'est encore le meilleur support et le plus pratique pour pouvoir travailler. La deuxième chose, c'est ce que j'ai un peu dit au tout début, c'est qu'il y a tellement de choses intéressantes à faire dans cette profession, à découvrir et encore à créer, parce que je crois qu'il y en a encore pour des années, que pour tout jeune, c'est quelque chose de promotionnant, c'est quelque chose d'intéressant. On ne peut pas effectivement dans le domaine professionnel travailler en presse-bouton. Il y a un petit peu ce mauvais côté dans le laboratoire de façonnage où les gens vont être vraiment très fixés à un poste, mais ce n'est pas le cas dans le laboratoire professionnel. Et je dirais que ce n'est pas le cas non plus dans le mini-lab où malgré l'attachement à un seul équipement, il est quand même très intéressant de savoir dominer un traitement E6, un traitement EP2, un traitement R3 ou un traitement Cibachrome. Savoir dominer le noir et blanc totalement présente de l'intérêt. Et ces choses évoluent sans arrêt et donc sont toujours intéressantes sur le plan intellectuel, ça n'est pas statique. D'accord, merci. Bon, bien, puisque vous parliez des jeunes tout à l'heure, on va se retrouver tout de suite après une page de publicité avec un jeune qui s'est orienté vers le laboratoire, qui travaille d'ailleurs avec Monsieur Deinden, et on va voir avec lui comment il a percé dans le métier du laboratoire et ce qui l'a attiré. Merci, à tout de suite.